Ouais, je fais la transition. Ils ont vu du plaidoyer rapidement, hein, comment l'Italie l'antimafia par un système juridique qu'on n'a absolument pas le temps de développer, mais au moins ça donne des pistes pour ceux que ça intéresse. Et je pourrais renvoyer de la documentation sur l'association mafieuse, la confiscation, le statut de coopérateur de justice, etc. Ils ont vu l'usage social des biens confisqués en Italie en photo, y compris avec un exemple qui ne marche pas. Et ils ont vu quelques diapos sur Coeso, ils nous ont vus tous les deux. J'ai expliqué pourquoi on était parti là-bas, le projet Coeso, les deux terrains, un dans le sud, un dans le nord, avec les petites choses qui fonctionnent. Mais là, je voudrais passer la parole à Mathilde parce que je veux qu'elle vous livre son expérience de journaliste, et pas moi, le spécialiste qui savait déjà des trucs avant, etc. En gros, il y a 18 mois déjà, on s'est rencontrés sur un projet de recherche européen où on a fait quelques visites de biens confisqués à Ercolano, cette fois dans le sud de Naples, non plus au nord, parce que nous avons Gabrielle qui est à Naples, donc maintenant elle connaît parfaitement la région. Ercolano, vous savez, le site archéologique. Et puis après, Mathilde et moi, donc, nous avons fait du travail de terrain et je voudrais qu'elle vous livre son expérience. À toi, Mathilde. Oui, bah merci. Bon, je vais peut-être répéter des choses qui ont déjà été dites par toi par rapport au projet, mais j'ai quand même essayé de me concentrer un peu plus voilà, pour vous dire un petit peu mon expérience, ce que j'ai appris et ce que j'ai ressenti. Et puis après, il y aura un petit moment de questions si jamais vous voulez revenir sur quelque chose que j'ai dit. Voilà. Donc, rapidement, je vais me présenter, même si Fabrice avait mis un petit mot sur ce que je faisais. Donc, voilà, donc, je suis journaliste, ça fait déjà à peu près 10 ans et j'ai une formation de base qui était déjà internationale, où j'ai étudié le journalisme d'abord franco-allemand. J'ai été correspondante pour la presse française francophone au Brésil pendant plusieurs années, un petit peu au Proche-Orient, et puis j'ai travaillé un peu partout en Europe, en Amérique du Sud, dans les pays arabes pour des projets un petit peu ponctuels. Et maintenant, je suis donc basée à Bruxelles, où je travaille essentiellement pour un magazine en ligne qui s'appelle Equal Times, qui couvre voilà, le sujet sur la justice sociale, le monde du travail, les droits humains, questions économiques, et puis aussi pour le magazine européen Café Babel, voilà, qui est partie prenante du projet qu'on fait avec Fabrice. Voilà, donc tout ça pour dire qu'avant, moi, j'avais jamais travaillé, en tout cas sur l'Italie, encore moins sur la mafia, même si il y a des choses que je connaissais. J'ai déjà travaillé sur des reportages qui parlent de comment la société civile s'organise, que ce soit des associations, des syndicats, comment les gens s'incluent dans des projets pour leur communauté. J'ai déjà fait des reportages sur ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Donc, c'est comment les processus de réparation suite à un conflit, par exemple une guerre civile, comme en Colombie, par exemple, ou, ou en Afrique du Nord. Et j'ai aussi évidemment fait des choses sur les questions économiques à l'échelle locale, par exemple les coopératives. Voilà, donc toutes des thématiques qu'on retrouve après dans l'usage social des biens confisqués. Donc même si je n'avais jamais travaillé sur ce sujet-là, j'avais déjà travaillé sur toutes ces thématiques-là. Et donc moi, quand j'ai entendu pour la première fois parler de ça, de l'usage social des biens confisqués, en fait, c'était lors de ce séminaire qu'on a fait, où j'étais invitée par Café Babel et où j'ai donc à Ercolano à Naples, et où j'ai rencontré Fabrice pour la première fois. Là, je vous mets votre première slide avec voilà, quelques exemples de cette semaine qu'on a passée et les gens qu'on a rencontrés. Et donc, quelle était l'idée? En fait, c'est une sorte de voyage de presse qui est organisé pour faire connaître aux journalistes justement ces sujets qui sont souvent mal connus, mal couverts par la presse, par les journalistes.
Et donc, voilà, pendant une petite semaine, on a eu des visites, des tables rondes, on a rencontré des personnes qui sont impliquées dans ce dispositif, on nous a expliqué comment ça fonctionnait, on a rencontré les acteurs qui sont impliqués. Tout ça parce que, sachant qu'il y a quand même en France, jusqu'à très récemment, comme vous savez, il n'y a pas encore d'équivalent. Donc, c'était intéressant. On est essentiellement des journalistes français et quelques Italiens. Et bah, c'est comme ça que moi j'ai entendu parler pour la première fois, alors que je suis journaliste depuis très longtemps et que je suis toutes ces questions-là, j'avais jamais entendu parler avant ça, quoi. D'où l'intérêt d'avoir fait ce voyage de la part de Café Webel et pour Fabrice de participer aussi. Maintenant que je connais l'usage sexuel des biens confisqués, moi, je me rends compte en fait que j'en ai déjà entendu parler à travers des reportages, par exemple à la radio sur les travailleurs migrants en Italie ou là récemment sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Bah, on entend comme ça rapidement dans le reportage, ah d'ailleurs, ces personnes sont hébergées par une association dans un bâtiment qui a été confisqué à la mafia. Mais voilà, moi j'ai remarqué que c'est jamais développé en fait dans ces reportages-là. On le mentionne comme ça, mais on ne dit pas quelle est l'histoire derrière ce bien qui a été récupéré par cet assaut et dans lequel on fait telle activité pour les migrants, pour les réfugiés ou pour les femmes victimes de violences, par exemple. Voilà, c'était plusieurs reportages, par exemple, que j'avais entendus sur RFI qui n'avaient pas développé. Donc moi, je me suis posé cette question-là de pourquoi on ne s'est jamais plus développé que ça. Je pense que, bon, on conçoit assez justement, OK, la justice a confisqué ce bien, puis l'a donné à une association. Jusque-là, ça va, mais c'est toujours un petit peu traité, de mon point de vue. Enfin, je ne sais pas si vous aurez déjà eu cette impression-là, mais c'est un petit peu comme une anecdote. Ah bon, ce bien, avant, il appartenait à la mafia. C'est un peu comme on disait, ah bah, ce bâtiment, avant, je ne sais pas, par exemple, il appartenait à la Stasi et maintenant, c'est un club berlinois. C'est comme si c'était une anecdote historique, mais on est au-delà de l'histoire. Le bâtiment, il est aujourd'hui dans un contexte où la mafia n'a pas disparu souvent. Enfin, on en reparlera. On est dans un contexte où c'est pas n'importe quel assaut, c'est une assaut de personnes qui font des choses aussi dans une optique, pas que dans l'optique de faire telle ou telle action sociale ou caritative, mais aussi avec un double objectif de lutter contre la mafia. C'est toutes ces choses-là qui sont jamais mentionnées quand on dit ah bah tiens, d'ailleurs ce bâtiment est occupé par par une association et avant il appartenait à la mafia. Donc, je reviens sur ce séminaire à Arcolano et comment nous, on est rentré petit à petit dans ce sujet-là et comment on a compris qu'il était intéressant de développer ce que c'était dans le détail. Là, par exemple, on avait rencontré une commerçante qui avait été menacée parce qu'elle avait refusé de céder aux raquettes et c'était encore très, très récemment. Donc voilà, donc on a eu une présentation pendant ce séminaire à Ercolano de ce qu'est la mafia, mais aussi donc ce qu'est l'antimafia, donc ce dont vous a parlé Fabrice, et on a pu rencontrer du coup ces acteurs. Donc on parle beaucoup des associations, mais l'antimafia, c'est aussi les journalistes, c'est aussi des magistrats, il y a quelques hommes politiques aussi qu'on a pu rencontrer ou que j'ai rencontré plus tard ensuite avec Fabrice. Donc, c'est tout un groupe de personnes, vous allez voir, qu'on a pu rencontrer. Là, par exemple, oui, je vous ai mis pour un reportage que j'ai fait plus tard sur le quartier de la Sanita. C'est un prêtre, c'est un maire, c'est des travailleurs sociaux, des entrepreneurs. Enfin, tous ces gens-là sont investis dans l'antimafia d'une manière générale et on en a rencontré beaucoup. Encore une fois, moi, mon impression, c'est qu'effectivement, ce n'est pas comparable à ce qui se passe en France, véritablement. C'est vraiment aussi des choses qui sont spécifiques à l'Italie. Donc là, ça, c'est quelque chose que je découvre petit à petit, ne connaissant pas l'Italie avant, n'ayant jamais plus que ça travaillé sur l'Italie. Et on voit bien, puisque le crime organisé
où il a été vraiment présent dans le quotidien de toutes ces personnes qu'on rencontre lors de nos reportages. Donc, c'est différent quand on connaît, voilà, quand on rencontre ces gens qui ont été rackettés, des gens qui ont été témoins d'assassinats dans la rue. Par exemple, le prêtre qu'on voit là, il a eu un jeune qui a été assassiné devant son église. Donc voilà, tout ça c'est bien plus fort, et ça, c'est une impression que j'ai eue en faisant les reportages, et qui va de pair avec aussi le fait que j'ai aussi trouvé que le tissu associatif, pourquoi il y a autant de personnes qui sont dans l'antimafia? Parce que certes, c'est dans leur quotidien, mais aussi parce qu'il y a en Italie un tissu associatif qui est très fort, un tissu communautaire, autour des paroisses, par exemple. Donc, les gens, ils ont l'habitude aussi de s'entraider. Il y a beaucoup de réseaux sociaux local où les gens sont investis. Et voilà, donc ça comprend les citoyens, mais aussi les commerçants, les proches des victimes, beaucoup de gens, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'autre du coup pendant ce séminaire à Ercolano? On a rencontré plusieurs exemples, et personnellement, j'ai creusé 2 exemples en écrivant déjà 2 articles. Le premier exemple, c'était donc cette radio associative, ça s'appelle Radio Ossiani, installée dans un bien confisqué à Ercolano, et qui donc diffuse des émissions sur l'actualité locale, mais toujours avec une forme de plaidoyer quand même pour défendre les actions anti-mafia, les actions anti-raquettes, et voilà, pour dénoncer les choses qui se passent au niveau local. Donc ça, c'était très intéressant. Et voilà, j'avais écrit un premier article que je crois que Fabrice, vous avez aussi passé. Et donc le quartier de la Sanità, dont j'ai parlé aussi, où là, c'était un autre article que j'avais fait pour parler en fait que ce quartier qui a été longtemps gangréné par les familles mafieuses, maintenant, grâce à l'action des associations et donc des paroisses, ils arrivent à donner des nouvelles perspectives aux jeunes du quartier, qui souvent avaient été attirés par le trafic. Et il y a eu des assassinats, pas des assassinats, des victimes innocentes, des balles perdues entre groupes qui s'étaient des règlements de compte. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un autre article que j'avais eu l'occasion d'écrire. Donc là, par contre, ce n'est pas sur l'usage social des biens confisqués, c'est plus sur l'antimafia. Voilà. Pour revenir du coup juste sur l'USBC, pour aller plus vite, comme on l'appelle entre nous. Ouais, je voulais pointer le fait qu'en fait, en tant que journaliste, c'est vrai, peut-être que vous le direz aussi, mais qu'on est souvent attiré par des histoires sombres, de criminalité sur les délinquants. Il y a plus de production journalistique sur ça, et médiatique en général. Voilà, vous avez vu, que ce soit les séries, ces couvertures est toujours plus attirées par le crime, et moins par ceux et celles qui luttent contre, alors que c'est tout aussi important. Et je crois que c'est aussi important pour nous, les journalistes, de faire la lumière sur les solutions, sur ce qui peut être fait pour lutter contre le crime organisé. Et c'est vrai que ça nous apprend aussi tout autant des choses sur la société, de parler des solutions. Et nous aussi, en tant que journalistes, on est là pour raconter des histoires. Et c'est aussi bien de raconter des histoires positives ou différentes, pas toujours s'intéresser qu'aux faits divers sombres, etc. Ce travail qu'on a fait, c'est vraiment une sorte de travail sociologique. Donc là je parle de quand on est parti enquêter ensuite sur le terrain. Suite à ce séminaire, on est parti, dans le cadre du projet Coeso, essayer de dresser un tableau plus large de ce que c'était que l'usage social des biens confisqués. Et donc là, on part sur un travail presque qui est sociologique, même si je suis journaliste. Mais il faut quand même faire une enquête de terrain. On rencontre des gens, on fait des interviews, on doit comprendre les structures de chaque chose, les enjeux.
Et ça, c'est un peu voilà, la manière du travail d'un sociologue. Et de mon point de vue, on ne peut pas parler de l'usage social des biens confisqués sans vraiment prendre le temps de le faire de manière poussée, parce que c'est vraiment très large. Il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Il faut parler du travail de la justice, il faut parler aussi du combat qui a été un long combat pour élaborer la législation en elle-même. Donc, je pense que Fabrice, vous l'avez présenté, comment la loi est arrivée, sachant que c'est quand même une loi d'initiative citoyenne, enfin, qui a été poussée aussi par les citoyens. Et puis c'est particulier aussi à l'Italie. Donc, tout ça, il faut pouvoir aussi prendre le temps de détailler ensuite les différentes formes d'usage qui sont faites de ces biens confisqués, qui peut en bénéficier, quelles conditions. Ensuite, il faut s'intéresser aux implications économiques que ça peut avoir, sociétales évidemment, culturelles. Il faut replacer tout ça dans le contexte aussi où la mafia et ses soutiens sont encore présents. Où, je le redis, c'est en ça aussi que c'est d'actualité. Donc voilà, on voit, plus on s'intéresse au sujet, plus il y a de choses, plus on sait qu'il y a des choses à dire. Et moi personnellement, bon, je m'y attendais quand même que ce soit large, mais c'était vraiment très, 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 très riche. Et donc, cela dit, donc là, je vous ai mis quelques exemples de biens confisqués qui sont nommés de biens confisqués à biens communs. Donc, c'est des exemples de bâtiments. Ensuite, donc une bibliothèque et un parc. Ici, on voit que c'est un bien social confisqué à la Camorra qui est destiné à un centre social. Ici, encore un autre exemple. Voilà, donc à chaque fois, c'est toujours bien signalé, ce bâtiment a été est réutilisé à des fins sociales et a été confisqué à la mafia. Et donc, je voulais vous dire voilà, il faut qu'on fasse une recherche exhaustive. Ça, c'était intéressant à faire. Après, on peut toujours prendre un exemple particulier. Donc ça, c'était un exemple que j'avais séparé, enfin voilà, où j'avais isolé un peu dans la recherche, où j'avais écrit juste un article sur une coopérative agricole qui produit de la mozzarella dans un haras qui appartenait à un ancien mafieux. Enfin, c'est là où il avait ses chevaux, près de Naples. Et donc, voilà, c'est un article que j'avais écrit pour Reporter. Mais c'est sûr que quand on fait un article, c'est un exemple, mais je n'ai pas eu la place d'expliquer que tout ce que ça implique, l'usage social des biens confisqués, ce n'est pas que cet exemple-là, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais on peut quand même prendre un exemple et en faire un article. Je ne sais pas combien de temps quelle durée ça va. Mais si tu as d'autres photos et que tu les commentes, tu peux y aller. Hein. Oui, ça vient, Okay. effectivement. Tac. Donc, voilà, quand on travaille comme journaliste, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se destinent aussi à ce métier. Donc, on est souvent amené à s'intéresser à un sujet et on fait un premier article, on en fait un deuxième. Enfin, comme je disais, ça se développe, c'est un petit peu sans fin. Il y a toujours de nouveaux exemples, il y a toujours de nouvelles choses qu'on veut développer. Et sans s'en rendre compte, on finit un peu par se spécialiser. Et donc, voilà, on en fait un article, puis un deuxième, puis un troisième. Et donc, pour moi, l'étude de l'USBC, ça a été un peu une sorte de sujet dans lequel j'ai commencé à me spécialiser depuis 1 an et demi. Et j'ai plein d'autres idées sur lesquelles je pourrais écrire, d'exemples sur lesquels on pourrait faire des reportages. C'est vraiment très, très riche. Donc ça, voilà, en tant que journaliste, je trouve que c'est une mine d'informations hyper importante, hyper intéressante.
Et je m'en doutais, mais vraiment, en travaillant dessus, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment vaste. Et ça m'a permis aussi d'ouvrir, de lire beaucoup de choses sur l'histoire et la sociologie de l'Italie, de la mafia, de l'antimafia, etc. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un livre, par exemple, dans les très nombreux livres que j'ai eu l'occasion de pouvoir lire pour préparer ça, qui reprend voilà, l'histoire de l'antimafia, mais aussi en lien avec l'Italie, etc. Voilà. Donc, d'autres choses que j'ai aussi, qui m'ont aussi marqué dans cette recherche. Par exemple, j'ai été surprise de voir qu'il y avait beaucoup de projets qui visaient l'inclusion des personnes ayant un handicap. Ça, c'était vraiment intéressant. Alors, je voulais parler aussi des interviews. Que je me rappelle qu'à chaque fois qu'on interviewait une personne qui nous parlait de son expérience, etc., on apprenait des nouvelles choses et vraiment, j'apprenais des choses qui allaient vraiment enrichir le tableau au fur et à mesure. C'est-à-dire, même si on en parlait 2 heures avec quelqu'un, encore 2 heures avec quelqu'un d'autre, encore 2 heures avec quelqu'un d'autre, c'était infini d'avoir des nouvelles informations. Donc là, par exemple, c'est la plupart des personnes qu'on a pu rencontrer autour de Casale di Principe. Donc, on a par exemple le maire, on a une journaliste, on a le directeur de coopérative, on a des gens qui travaillent dans ces biens confisqués. Et chacun apporte de nouveaux éléments et nous raconte des nouvelles choses qui sont tout autant intéressants sur les différents aspects de l'usage social des biens confisqués. Autre exemple des gens qu'on a rencontrés, cette fois à Gênes, dont vous a parlé certainement Fabrice aussi. Encore des profils très divers, des gens dans des associations, des commerçants, des travailleurs sociaux, tous ces gens-là qui travaillent à leur échelle et mènent ces projets de différentes manières. Et une autre chose qui m'avait marquée, j'ai été impressionnée aussi de voir que dans certains projets, ça cohabite littéralement avec des reliquats du crime organisé. Par exemple, il y a des membres de la famille qui habitaient encore à côté de ce centre pour les autistes à Casale di Principe. Il y avait la femme du boss qui habitait encore à côté. Et ça, j'ai trouvé que c'était effectivement, en tant que journaliste, voilà, très réel. Ça se passe encore aujourd'hui. C'est pas de l'histoire. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le travail qui est fait autour des symboles. Par exemple, installer un centre des impôts ou un commissariat dans la maison d'un boss, ça symbolise vraiment le retour de l'État, c'est vraiment fort. Installer une radio anti-mafia dans le salon du boss, là où se faisaient les réunions de la pègre, ça aussi, c'était vraiment intéressant et parlant. Le fait aussi de mettre, donc voilà, ce que j'ai mis le nom des personnes, des victimes innocentes qui sont souvent données au projet anti-mafia. Tout ça, c'est des formes de résistance par la mémoire. Et je trouve que c'est très symbolique et intéressant. Donc là, les deux exemples, par exemple, Radio Sani, ça vient de Giancarlo Sani, par exemple, qui est un journaliste qui a été assassiné. Je crois que j'ai mis après, oui. À Casale di Principe, ils ont un centre culturel qui s'appelle Don Diana, en hommage au prêtre qui a été assassiné lui aussi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses que j'ai découvert en travaillant sur ce sujet-là et en me disant c'est des super histoires et qui racontent vraiment ce que c'est. Et j'ai bien aimé aussi certains clins d'œil qui sont faits dans la communication qui est faite par les gens qui font de l'antimafia, qui réutilisent parfois les symboles de la mafia pour les détourner de manière humoristique. Donc, par exemple, à Casale di Principe, il y avait un restaurant qui s'appelle la Nueva Cucina Organizzata, qui fait référence à un groupement mafieux et des paniers garnis qu'ils ont appelés les Paco à la Camorra, qui sont aussi une référence. Alors ça, c'est peut-être Fabrice, que tu peux expliquer ces petites subtilités. À moins que Gabriel ait déjà eu affaire à un Paco à la Camorra, non? Non, pas du tout, ça me dit rien. Alors, Gabriel à Naples, puisque les Napolitains sont des grands fraudeurs, et je le dis avec beaucoup d'amour, vous savez, c'est à des Napolitains que j'allais acheter des faux maillots des faux maillots Chanel et des faux sacs Vuitton, mais il ne faut pas le dire.
Et donc, une des grandes arnaques historiques de la mafia napolitaine, des Napolitains, c'est lorsque vous allez dans un commerce, alors je vous le dis avec mes mots de ma génération, vous alliez acheter un transistor, d'accord? Et donc, vous le choisissez. Le commerçant prend le carton, se retourne, et au lieu de mettre le transistor dans le carton, il met une pierre d'un poids à peu près égal. Et il vous tend le carton, vous payez et vous partez. Et vous rentrez chez vous, vous n'avez pas de transistor, vous avez une pierre. Ça s'appelle fare il pacco, faire le sac, faire le paquet. Donc l'arnaque, c'est comme ça. Eh bien, les militants anti-mafiens, eux, ils ont repris l'expression des voleurs, entre guillemets, du vol, fare un pacco, faire un paquet, sauf que dans le paquet qu'ils vendent, ce sont des produits agricoles qu'ils ont faits sur des terres confisquées à la mafia. Donc le pacco, il est devenu le pacco à la mafia napolitaine. Pourquoi? Parce qu'on a pris ces terrains et qu'on y fait des légumes, des confitures, du miel, des pâtes, etc. Et tout à l'heure, Mathilde a dit nuova camorra organizzata, nuova cucina organizzata, donc NCO, ça a été le nom d'une grande organisation mafieuse, la nouvelle Camorra organisée dans les années 80, avec un homicide par jour qui s'entretuait avec un autre groupe qu'on appelait la Nouvelle Famille, on s'en fiche. Et donc, ce NCO, au lieu d'être la nouvelle Camorra organisée, c'est la nouvelle cuisine organisée. Et qu'est-ce que c'est? C'est un système de distribution de produits, et en particulier un restaurant qui est dans un bien confisqué, que malheureusement nous n'avons pas pu visiter avec Mathilde, car il était toujours fermé pour cause de Covid. Il n'avait pas repris tellement il y avait peu de public disponible. Mais la nouvelle Camorra organisée est devenue la nouvelle cuisine organisée, avec des produits faits sur des terres confisquées. Et puis, ce qu'on n'a pas assez dit, même moi dans ma présentation, c'est que dans ces coopératives, il y a une obligation d'embaucher des publics en grande difficulté, handicapés, anciens détenus, anciens toxicomanes, donc des personnes qui parfois en plus ont eu une liaison avec la Camorra. Et donc aujourd'hui, ils ont un travail, un salaire, ils travaillent de manière légale, ils ont des prêts, ils peuvent prendre un logement, ils peuvent s'occuper de leur santé. Très bien, merci Fabrice. Donc voilà, ça c'est des exemples de choses qui m'ont intéressée, qui m'ont marqué, que je me suis dit, mais ça c'est génial à raconter dans l'histoire, et c'est marquant, et ça va toucher le lecteur, parce qu'il va aussi se rappeler, que ce soit pour la question des symboles ou de ces noms qui vont marquer aussi les publics. Ensuite, pendant notre travail et nos interviews, on a aussi bien sûr parlé des difficultés qu'ont les gens qui travaillent dans l'USBC. Et là aussi, il y avait beaucoup de choses qui étaient hyper intéressantes. Il y a des choses auxquelles on s'attend, parce que quand on parle de travail des associations, quand on parle de politique locale, il y a des choses qui sont connues, qui arrivent dans tous les cas. Mais c'est presque... c'est puissance 10, parce que, pour vous qui étudiez la science politique, c'est vraiment un formidable bouillon de ce que représente vraiment la politique au sens noble, parce que là, on parle vraiment x2 du rôle de l'État, du rôle de la citoyenneté, des politiques sociales et des politiques de l'emploi, d'engagement environnemental aussi. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais il y a des projets d'usage social et biens confisqués qui sont tournés vers la défense de l'environnement, de la remise en valeur de terrain, par exemple. Enfin, c'est vraiment très, 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 très vaste. Et bien sûr, il y a aussi toutes ces questions de financement public, de fonctionnement des institutions. On a aussi abordé les questions de communication, de médiatisation de ces projets. On a parlé de la question de la formation professionnelle des gens qui travaillent dans les biens confisqués, que ce soit des associatifs, mais quand on prend effectivement des personnes qui ont des handicaps, ou des personnes qui sont en réinsertion, il faut aussi avoir des personnes qui sont formées pour les encadrer, etc. Donc,
Ouais, quand on travaille sur l'USB-C, oui, tout est 2 fois plus intéressant parce que c'est les défis normaux plus le défi supérieur on est dans un bien confisqué et tout ce qu'on fait euh, est de près ou de loin est lié à ça et a un sens par rapport à ça. Donc ça, c'était vraiment, vraiment hyper enrichissant et ça a totalement à voir avec l'étude de la science politique, la sociologie, c'était vraiment hyper intéressant. Pour repartir un petit peu sur quelques exemples, là, je ne sais pas à quel point vous avez développé avec Fabrice, mais j'ai mis quelques exemples de choses qu'on a pu voir à Casa di Principe qui, actuellement, il y a à peu près 25 projets qui vont des écoles, il y avait plusieurs écoles, il y a des centres sociaux, donc pour les autistes, on a vu, pour les personnes handicapées moteurs. Là, au milieu, vous avez cette maison qui était une villa d'un boss et est devenue entre-temps le commissariat. Donc ça, c'est aussi ce que je disais par rapport très symboliquement de mettre la police là où il y avait les boss. C'était vraiment intéressant de visiter ce lieu. Ici, on a un commerce, ici, on a le théâtre, on a une école, ici, on a une petite entreprise sociale qui faisait des masques, qui est liée au centre pour les autistes. Ce sont que quelques exemples. Il y a aussi des parcs publics qui ont été faits. Enfin, voilà, on n'a pas pu tout voir, mais ce sont quelques exemples. Et ici, à Gênes, essentiellement, donc, ce qu'on a vu, c'était des petits locaux commerciaux qui sont occupés par des associations, des cours du soir, des choses comme ça. Et des appartements qui sont utilisés pour des logements sociaux. Donc ça, on ne les a pas vus directement parce que c'est privé, c'est chez les gens, mais on sait qu'on a vu qu'il y avait plusieurs appartements qui sont réutilisés ensuite pour du logement locatif. Et ici, vous avez un exemple d'un appartement qui a été récupéré par une association de jeunesse où ils font des cours du soir et des choses comme ça, des projections de films. Donc, d'autres exemples. Et encore une fois, on n'a fait que 2 villes, on a vu peut-être 25 ou 30 exemples et ce n'est qu'une partie encore des choses, de ce qui pourrait exister. Il y a aussi des plus grandes entreprises, il y a aussi différentes tailles de projets. Ça va du petit local à la maison de plusieurs étages. Ça va d'un commissariat de police à un petit local d'assaut. C'est très, très varié. Ce que je voulais, c'est peut-être, là, je vais aller sur ma conclusion. Oui, dis-moi. Oui, vas-y, oui, tu peux conclure Ouais. pour, Je pense que c'est le moment. discuter. Et donc voilà, ce qui est très important, ce que j'ai vu et ce qui a du sens en tant que journaliste, c'est que c'est vraiment une expérience qui est encore en cours, c'est un objet d'étude qui est vivant parce que, on a vu des choses il y a 6 mois qui ont peut-être déjà évolué, qui ont déjà ouvert ou qui ont fermé. Donc pour nous, pour les journalistes, c'est vraiment c'est ce sur quoi on travaille. On travaille sur l'actualité et on n'est pas des historiens non plus, quoi. Donc donc j'ai aussi l'habitude de faire des interviews, mais c'est vrai qu'en général, le temps est assez limité quand on fait des interviews. On n'a pas beaucoup de place dans nos publications. Donc là, on a eu un projet où moi, j'ai trouvé ça intéressant que pour une fois, on n'avait pas de restriction de temps et on ne s'est pas vraiment limité non plus dans les visites, dans le nombre d'interviews. Je sais que je n'allais pas tout utiliser, mais en tout cas, c'est rare en tant que journaliste d'avoir autant de temps et d'aller tout voir. En général, on va vers l'essentiel et on se met un peu des œillères parce qu'on a… Bon, de toute façon, j'ai que 2 pages et puis j'ai que 2 jours. Et puis, voilà, donc je ne vais pas avoir 12 exemples, quoi. Je vais en voir 2 et je m'arrête là. Or là, l'objectif du projet, c'était au contraire d'essayer de voir le plus de choses possible parce que l'idée, c'est qu'on trierait après, parce qu'on aurait le temps et que pour l'instant, l'objectif, c'est de faire un seul article, mais il y en aura peut-être d'autres parce que, comme je disais, maintenant, c'est une sorte de petite spécialisation que je vais avoir et je vais pouvoir suivre d'autres exemples, suivre dans le temps. Et c'est un sujet qui n'est jamais terminé, en fait. Il y a des dizaines de milliers de projets partout dans le pays. Et donc, on a vraiment eu le temps parce que ce projet au long cours, on a visité en 2 semaines, oui, c'est ça, une trentaine de biens.
Et c'est rare que les journalistes on ait ce temps-là, à moins de faire du documentaire ou d'écrire un livre. Moi, j'ai jamais eu cette expérience de si long terme jusqu'à présent. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et avec Fabrice, on a vu beaucoup d'exemples que je peux en détailler d'autres si vous voulez. Et voilà, moi-même, je ne vais pas plus tout mettre dans l'article, mais il y a de quoi faire pour faire d'autres articles après. Voilà, On voilà. va leur laisser poser des questions, puis tu Et réagiras. c'était ma dernière slide. Ouais. J'espère que ça a été. C'est pas évident de parler tout seul devant son écran. Eh oui, C'est un peu irréel. J'ai jamais trop fait ça aussi longtemps. Donc, j'espère que ça allait. Non, merci beaucoup Mathilde, ça allait très très bien, les photos sont belles, et puis tu as un phrasé qui est très différent du mien, et donc je pense que ça leur fait beaucoup de bien qu'ils aient une autre personne, c'est aussi l'objectif. On n'a pas beaucoup parlé du cœur de la recherche, et c'est fait exprès, la collaboration entre le journaliste et le chercheur. Mais s'il y a des gens qui ont des questions là-dessus, on répondra, et puis sinon, on reprendra d'autres exemples de biens confisqués. Alors, dites-moi, chers étudiants, est-ce que vous avez des questions de manière générale? Donc, Béatrice. Oui, en fait, je crois que vous avez mentionné la possibilité de, je veux dire, Monsieur Risoli, je crois que vous avez mentionné la possibilité d'essayer d'appliquer un petit peu l'utilisation un peu plus générale de biens confisqués en France. Et en fait, je voulais savoir, à votre avis, à vous deux, à quel point c'est applicable en fait. Parce que, Madame Dorcati, vous avez mentionné par exemple la culture associative et solidaire de l'Italie. Est-ce que vous pensez que ça se traduirait un peu de la même façon en France? C'est comparable ou s'il n'y a pas exactement la même, je sais pas, configuration politique ou le même sens de responsabilité citoyenne ou s'il y a un différent sens de responsabilité citoyenne, etc. Parce que moi, j'ai du mal à imaginer ça en France, si je suis honnête. Bon, alors, je n'ai pas eu le temps de faire la partie plaidoyer française pour vous montrer comment on en est arrivé à obtenir cette loi en France qui a été votée l'année dernière. Et vous avez raison sur un point. De toute façon, enfin, sur d'autres aussi, mais la criminalité est certainement différente en Italie, la société est certainement différente en Italie. Et d'ailleurs, alors que cette loi italienne était le fruit d'une pétition d'1 million de signatures en 1995, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 million de signatures en 1995, il fallait le faire, que le gouvernement Prodi de l'époque, de gauche, a cédé sous une forme de pression populaire, on peut le dire, qui a été bien accompagnée par une grosse association qui s'appelait Libera, qui s'appelle toujours Libera. A contrario, Crimalt et ses 30 membres et son président complètement fou, il a fait des choses comme d'aller à la télé avec des produits confisqués, on a fait du lobbying auprès des partis politiques, mais il n'y avait pas d'élan populaire, et vous avez raison. Simplement, à la fin, c'est comme tous les autres instruments anti-mafia, on dit « Ah oui, mais ce n'est pas la même réalité, ça s'appelle la même réalité », mais quand on les applique, ça fonctionne. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un pool de juges, plusieurs juges qui font des affaires ensemble, ça vient d'Italie, on a ça en France. Avant, on n'avait pas de coopérateurs de justice, on n'avait pas de repentis, on en a en France. Avant, on n'avait pas de confiscation, on a une agence, on a des confiscations, et voilà que donc on a quand même une loi d'usage social des biens confisqués. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'AGRASC, l'agence française, a déjà des biens et qu'elle veut bien, elle, les partager. On va voir comment elle va décider ça. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je vous donne 2 exemples concrets, depuis que le décret est signé depuis le 3 novembre 2021. Elle a déjà publié sur un site des appels à manifestation d'intérêt, je crois que ça s'appelle comme ça, AM, manifestation, où elle dit, voilà, il y a une villa en Guadeloupe, c'est le cas, là c'est un cas réel, qui est confisquée. Est-ce que les associations sont disponibles pour l'utiliser? Et elle vient d'en mettre un deuxième à Dunkerque. Alors, est-ce qu'il va y avoir des associations pour les reprendre? C'est une bonne question. Mais dans le plaidoyer de Crimalt, quand au début on s'est senti seul, on a eu un autre moment où on a été un peu plus fort. On a emmené des associations se former en Italie grâce au projet Erasmus+. Des associations comme Terre de Liens, qui est une grosse fondation qui permet aux terres agricoles d'être protégées de la spéculation. Donc en gros, je vous la fais courte, mais ça peut vous intéresser. Le paysan, il va à la retraite, sauf que ses enfants, ils ne veulent pas reprendre la ferme. Ce n'est pas le métier en vogue, d'accord ?
Donc, la terre elle va être vendue, puis on va faire des immeubles. Terre de Liens arrive, on lui donne, le paysan donne sa terre en échange de l'eau, etc. Vous pensez bien que cette grosse association elle a tout de suite compris l'intérêt de récupérer des terres quand il y en a. Et vous avez un énorme vignoble à Libourne qui est confisqué à un Chinois qui n'a pas payé ses impôts, évasion fiscale. Terre de Liens, ils veulent bien le reprendre, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, je pense que l'agence va vouloir le vendre pour l'argent, parce que le vignoble de Libourne, ça coûte très cher. Parce que, encore une fois, l'usage social des biens confisqués en France n'est pas obligatoire. Il y a toute la problématique du logement. Les grandes entreprises foncières du logement social, très social, Solidarité Nouvelle pour le logement, Habitat et Humanité, Fondation Abbé Pierre, sont très intéressés par ce dispositif. Je ne doute pas qu'il y ait des preneurs. Par contre, la loi est un peu restrictive, elle est peut-être un peu mal faite. On a fait ce qu'on a pu, on a créé une première brèche, elle est certainement améliorée. Le risque, c'est que même s'il y a des associations, personne ne soit au courant. Alors, je vous donne un dernier exemple, et c'est lié au journalisme. On a appris que la France a fait un premier exemple. Dans un appartement qui est saisi un mafieux à Paris, un mafieux italien, mais l'appartement est à Paris. L'agence voulait vendre le bien, mais l'Italie a dit non, 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 non. Ne le vendez pas, faites de l'usage social des biens confisqués. Alors, comment elle a pu peser là-dessus? Mais parce qu'en général, quand on confisque un bien avec un criminel qui vient de l'étranger, quand on vend le bien, on partage entre les deux pays. Donc, ce petit appartement rue Saint-Honoré, juste en face du ministère de la Justice, aurait dû être revendu, la moitié pour l'Italie, la moitié pour la France. L'Italie a dit non, je renonce à ma moitié, mais vous faites de l'usage social des biens confisqués. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, l'association de l'Amicale du Uni, qui accompagne les prostituées lors de leur parcours de prostitution ou lorsqu'elles veulent sortir de la prostitution, a eu à disposition ce bien. Et aujourd'hui, dans ce bien, il y a une ancienne prostituée qui refait sa vie. Le problème, c'est que personne ne l'a su. C'est très français. Donc, le risque, c'est qu'on fasse de l'usage social des biens confisqués en France sans qu'on le sache. Alors, ça ne va pas aider au changement de mentalité que j'appelle de mes voeux. Heureusement, un article est sorti dans Le Monde qu'on a pu capter. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas visiter le bien, on ne peut pas faire de communication là-dessus, sous prétexte que, comme la prostituée, elle a un ancien parcours, il faut la protéger, tout ça et tout. Bon, moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Il va falloir en tout cas faire un gros travail de communication. Et là, j'espère que les journalistes français seront disponibles pour que lorsque ça arrive, on dise, regardez, avant, ça appartenait à un marchand de sommeil. Maintenant, c'est pour un public qui sort de la rue, en gros, hein, qui sort du logement des SDF, on sort de la rue. Et là, on pourra dire, ah, c'est que ça marche quand même mieux comme ça, la lutte contre le crime organisé ou les grandes infractions comme le mal logement. Voilà. Mais c'est sûr, les deux sociétés sont différentes. Il n'y a pas de doute. Moi peut-être je peux compléter ce que j'avais déjà un petit peu dit aussi, mais je n'ai pas trop développé. Totalement différent de ce que vient de dire Fabrice, mais c'est vrai qu'effectivement, ce qui peut être différent, c'est quand même le tissu social, dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas, on verra comment ça se passe en France, mais ça va être beaucoup pris par des institutions, des associations, c'est-à-dire le NI, enfin des assos qui sont déjà constitués en tant qu'association déjà reconnue et du coup qui vont inspirer confiance, etc. Je crois moins à l'association de voisins qui veulent reprendre le bien pour faire un truc. Sauf qu'en Italie, je trouve qu'ils ont été beaucoup plus ouverts à ça. Il y a beaucoup plus de bénévoles, de bénévolat local. Enfin, on a vu des gens qui, en gros, oui, des voisins qui ont pris les choses en main et qui ont proposé, qui ont monté un projet, etc. Alors qu'en France, ce sera certainement plutôt des associations structurées, alors qu'on a vu des projets où l'association s'est structurée autour du bien et ils ont créé une association pour s'installer dans le bien, par exemple. Et il y a beaucoup de bénévoles, vraiment beaucoup de bénévoles qui participent à ces projets. Donc, et comme je disais aussi, moi, ce que j'ai trouvé aussi marquant, c'est qu'il y a aussi en Italie quand même le fait qu'il y a une certaine habitude aussi
bénévolat local autour des paroisses. Enfin, ouais, il y a beaucoup de prêtres, de scouts qui sont liés à tous ces projets-là. C'est aussi la culture en Italie. Ils ont culturellement aussi cette habitude de faire des projets bénévoles tous ensemble, qui est peut-être moins fort aussi en France. Donc, Il faut même aller plus loin et dire que l'Église fait encore une partie du travail de l'État en Italie. C'est-à-dire que quand c'est une association de la paroisse qui s'occupe d'enfants handicapés, en fait, elle fait le travail de l'État, car je rappelle que les handicapés sont sous tutelle de l'État et que l'État a la responsabilité de s'en occuper. Donc, en fait, l'État donne de l'argent à une association qui peut être laïque ou qui peut être paroissiale, religieuse, mais elles font un service public, ces associations. Ouais, mais j'avais vu, pas dans un bien confisqué, mais une paroisse qui faisait de l'intégration de détenus, enfin de gens qui sortaient de la réinsertion sociale de gens qui sortaient de prison. C'était les seuls à faire ça, parce qu'en fait, ça n'existe pas en termes de structure. Alors, en France, on verrait peu ça, ou ça a peut-être existé par le passé, mais maintenant, on ne verrait pas une paroisse qui accueille les anciens détenus et qui fait ce travail-là, en plus avec pas beaucoup d'argent. Ou en tout cas, ça Il existe. reste des associations qui sont d'origine, par exemple, beaucoup dans les associations de protestantisme. Oui, mais bon, tu vois, par exemple, Abbé Pierre, effectivement, on sait qu'Abbé Pierre, c'était lié à l'Église catholique, mais aujourd'hui, c'est une fondation qui s'est totalement séparée de ça et qui est institutionnalisée et qui n'a plus à voir avec l'Église. Donc, ça, c'est des aspects, effectivement, sociologiques qui sont différents et qui seraient pas tout à fait. Et après, l'autre aspect, effectivement, c'est aussi à quel point les gens sont concernés par ça. En Italie, on l'a dit, voilà, on l'a vu, les gens sont directement concernés par ça. On a rencontré des gens qui ont vu la mafia de leurs propres yeux, qui ont vu des choses liées à la mafia. En France, le crime organisé, à part dans certains quartiers, c'est pas vraiment visible. Donc, ça aussi, on encourage peut-être moins. Enfin, c'est un autre niveau, quoi. C'est vraiment les gens qui sont très politisés ou qui sont dans des assos, qui sont parfois même employés. Donc, c'est plus leur job que le bénévolat. Donc, ça aussi, c'est sûr que ça influence différemment. Voilà. On a fait peut-être un peu loin sur cette question. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question justement par rapport à ce que vous dites. Est-ce que quand vous avez fait vos interviews, etc., que vous êtes allé à la rencontre des gens qui justement profitaient un peu de ces biens confisqués, est-ce que vous avez eu des témoignages justement de menaces, par exemple, s'il y a des gens qui ont reçu des menaces de mafieux ou de proches de mafieux à la suite de ces biens confisqués, justement? Très Qu'est-ce souvent. que tu as retenu, Mathilde, toi, de ton côté? Beaucoup de lieux. Par exemple, les coopératives agricoles qui sont typiquement un peu, pas au milieu de nulle part, mais elles sont un petit peu éloignées. Et en fait, il y a des terrains qui appartiennent à d'autres familles mafieuses qui jouxtent le terrain de l'autre. Donc, c'est des petites intimidations comme ça. Il y a du vol ils se volent le matériel. Oui, voilà, ils se font des petites menaces un peu voilées. Donc ça, on avait vu dans les coopératives agricoles. On a vu à Gênes, par exemple, on avait raconté que le gars, le Confarota, qui est l'homme qui possédait tous ces petits magasins, tous ces petits locaux dans Gênes, alors qu'il était condamné et que ses biens étaient confisqués, il continuait de passer devant, de jeter un œil, etc. Même si ce n'est pas des menaces, en fait. Mais en fait, il gardait la place malgré tout, alors qu'il avait été condamné, par exemple. Ce n'est pas vraiment des menaces, mais bon. Après, des choses plus graves, si je te laisse peut-être, Fabrice, si tu as d'autres exemples. Des personnes qu'on a interviewées, peu de menaces, déjà même de personne à personne, je n'en ai pas souvenir, même peu d'incidents. Dans l'histoire de l'usage social des biens confisqués, oui, des coopératives agricoles, alors je pense notamment à la Calabre, qui n'est pas le même contexte que Naples, où c'est tous les ans que la vallée del Maro subit un acte d'intimidation. Donc, le tracteur, la première fois, on lui met du sucre dans le réservoir, ça défonce le tracteur, j'allais dire un mot encore plus vulgaire, et ça leur coûte 40 000 €. Quoi. Enfin, c'est un truc de fou, ça coûte très très cher.
de tout réparer. D'ailleurs, il y a une solidarité nationale et une coopérative de Florence, je m'en souviens très bien, c'était il y a une dizaine d'années, a envoyé un tracteur gratuit à la coopérative pour qu'ils puissent récolter, parce que les plantes ne peuvent pas attendre. C'est aussi ça la difficulté de l'exploitation agricole. Les arbres brûlés, donc les oliviers centenaires brûlés, les oliviers découpés dans la nuit pour 600 000 € de bois d'olivier dérobés par les anciens propriétaires. La destruction des robinets pour irriguer. Voilà. Donc oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils s'en prennent au matériel. Je crois, c'est ma thèse, je crois que l'État italien est pour l'instant suffisamment présent et fait suffisamment son travail pour éviter que les mafieux se disent qu'ils peuvent se permettre de toucher aux personnes qui travaillent dans les biens confisqués. Et enfin, on n'est plus dans les années 80 ou 90, effectivement, il y avait beaucoup d'assassinats, etc. Et il faut se dire que les gens qui font ça, bien qu'on a peu d'exemples récents de violentes menaces, quand même, il y a quand même ce passé-là psychologiquement. Les gens sont quand même courageux de le faire, même si, voilà, depuis 15-20 ans, il y a moins de très graves atteintes. Enfin, c'est quand même, quand on lit ce qui s'est passé dans les années 80, 90, tous ces gens qui ont été assassinés, d'accord, les choses se sont améliorées, mais il faut quand même être courageux pour pouvoir le faire. C'est plus des pressions psychologiques, effectivement, maintenant, comme dit Fabrice, du harcèlement, en fait. C'est du harcèlement, du découragement, des choses comme ça. Il y avait l'histoire sur ces balles de plomb là, qui ont été tirées en septembre sur la Casa d'Ondiana. mais dont on n'a aucune nouvelle, mais c'est vrai que la maison qu'on vous a montrée en photo, qui, je crois, n'avait jamais subi de dommages ces 15 dernières années qu'elle est là, des confisqués, ces 7 dernières années qu'elle est ouverte, qu'elle est là, et des balles de plomb ont été tirées sur l'arrière et sur la vitre de cette... voilà. Et sans revendication, donc bon... Non, après, on ne sait rien, non. Deux choses importantes quand même. Il y avait, pour qu'on se rende compte, quand Mathilde dit qu'elle s'est rendue compte que c'était terrible ce qui se passait avant, il y avait un homicide par jour à Naples dans les années 80. Et Casal del Principe, c'était les 22 000 habitants, là, alors, autour un peu plus, c'était un taux d'homicide le plus haut d'Europe. Donc, vous entendez souvent parler de Corleone, mais Casal del Principe, c'était pire. Vous voyez ? Et aujourd'hui, vous avez quand même des exemples où, dans cette ville, à Casal di Principe, la fameuse femme du mafieux qui est en prison, qui habite encore dans la moitié d'un immeuble. Elle a quand même dit aux opérateurs sociaux, aux assistants sociaux, etc., en gros, elle a montré que ça la faisait bien chier qu'on lui ait pris la moitié de la maison, je parle comme ça, mais qu'elle était bien contente que ça soit eux, parce que quand même, ils s'occupent d'enfants autistes. Donc, il y a vraiment cette dimension de comprendre que confisquer, c'est bien, mais quand on redonne aux citoyens, ça peut aussi calmer les mafieux. Parce que confisquer, ils n'aiment pas ça. Ouais, ça, ils sont très en colère. Voilà. Je vous rappelle, dans la vallée del Maro, en Calabre, vous avez des femmes de mafieux qui amènent leurs enfants au centre aéré dans un bien confisqué à la mafia. Et elles disent aux responsables du centre aéré, occupez-vous de mon fils, je ne veux pas qu'il fasse comme son père. Donc, en matière de changement de vie, là, on arrive, voilà. Mais c'est un exemple, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est le mécanisme, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions ? Sinon, Gabriel, vous qui êtes à Naples depuis quelque temps, vous n'aviez absolument pas perçu, et c'est tout à fait normal, au début, vous m'avez dit Italie, pays de l'antimafia, oui, bon. Et puis, un jour, vous êtes sorti et déjà, vous avez vu le 21 mars, tout le monde dans la rue, enfin, pas tout le monde, mais un rassemblement important dans la rue pour commémorer les victimes innocentes. Mais est-ce que depuis, vous avez vu d'autres choses qui sont anti-mafia dans la ville de Naples ? Pas spécialement. Mais en fait, ce qui m'a surtout surpris lors de cette manifestation, c'était qu'il y avait énormément de jeunes. Et je regardais un peu les pancartes, tout ça, et ça témoignait un peu, à mon sens, de la présence toujours très importante de la mafia à Naples, dans le sens où, certes,
c'était une histoire de commémoration des victimes, peut-être, je sais pas moi, il y a 10 ans ou 20 ans, je sais pas vraiment. Mais c'était aussi, vraiment un engagement contre, enfin, le statu quo de Naples maintenant qui est, bah, je pense toujours, le pizzo, enfin, je pense qu'il y a toujours, cette histoire-là de Absolument. un commerce doit toujours, demander en gros l'accord de la mafia pour construire quelque chose ou pour avoir un commerce. Tout ça, enfin, il y a encore évidemment, toute l'histoire de la contrebande, enfin, de la contrebande qui est toujours, enfin, présente, mais à ciel ouvert à Naples. C'est-à-dire que c'est là, c'est présent et moi, depuis que je suis ici, bah, certes, on n'en parle pas, enfin, je veux dire, les gens n'en parlent pas comme ça, mais j'ai vraiment ressenti, bah, cette omerta dont on parle et cette présence et je l'ai d'autant plus ressenti quand j'ai vu cette manifestation et les gens qui se mobilisaient contre, bah, quelque chose qui était toujours là, qui gangrénait toujours, leur quotidien, même si c'est plus, des homicides, comme on dit, tous les jours, c'est plus ça, mais c'est plus, oui, voilà, dans le enfin, tout ce qu'on dit par rapport au domaine, légal, illégal et cetera, mais c'est plus maintenant quelque chose qui est diffus, qui est, bah, qui est dans la société légale et qui est, bah, les mafieux qui se sont, ouais, voilà, qui se sont, intégrés au monde légal et qui sont du coup, bah, toujours très présents et qui, à mon sens, à Naples, possèdent, la plupart des, bah, je sais pas moi, des grandes sociétés qui sont toujours, qui ont toujours une place très importante, en tout cas à Naples. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, effectivement, je sais pas quelle part est véridique ou pas, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ok. Merci beaucoup de ce témoignage. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Non. Alors Mathilde, tu voudrais rajouter quelque chose sur notre collaboration? Est-ce que tu vas révéler à mes étudiants que je ne mange que de la viande, que je Ah, mange ils ne le qu'une savent fois? pas déjà? Pourtant, Non, c'est je la pense première chose qu'on sait quand on, quand on te rencontre, quand on va au que restaurant. je ne mange qu'une fois par jour, plutôt le soir, n'est-ce pas? Je suis étonnée que tu leur dis seulement maintenant au bout du 12e cours, mais Non, non. Des fois, je leur fais des blagues sur le sucre, mais j'ose pas parler de la viande. T'imagines le truc, quoi. Voilà. D'une manière générale, euh, là, vous voyez, je ressens déjà même les différences de méthode entre journalisme et là, mes chercheurs militants, parce que Mathilde pourra y revenir sur cette confusion qu'il peut y avoir chez moi entre le chercheur et le militant, ça m'intéresse beaucoup, qui est là. Mais vous voyez, Mathilde, elle vous a montré aussi beaucoup de photos au départ de personnes. Parce qu'en tant que journaliste, elle a besoin que ça soit incarné. D'ailleurs, on a interviewé des personnes, on n'a pas interviewé des biens confisqués. Et moi, tout à l'heure, je vous ai montré que des photos de biens confisqués. Vous voyez, bon, on n'a pas. ouais, c'est- Bon, heureusement, quand je dis heureusement, c'est après, tu as mis des photos aussi de biens confisqués, etc. Mais au début, c'était évident. Mais c'est super, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, peut-être tu veux revenir un petit peu aussi, c'est quoi notre collaboration? Toi, tu as un article à écrire, moi un article scientifique, si tu as des choses à dire là-dessus, je ne sais pas. Ouais, je pense que j'ai un petit peu évoqué, il y a la question du temps long, enfin moi et du temps plus court, donc ça y est que toi tu vas chercher des choses qui sont dans le cadre d'une recherche de plusieurs années, que tu as déjà commencé il y a très longtemps, et tu vas certainement travailler encore dessus pendant plusieurs années. Donc, on a même si, comme j'expliquais, je cherchais, pour une fois, j'avais du temps pour travailler sur ce sujet-là, pour y revenir et fouiller, etc. Malgré tout, moi, je vais peut-être aussi aller chercher plus à l'essentiel, une histoire symbolique, quelques personnes, etc. etc. Donc ça, c'est sûr que bon, entre l'approche du chercheur qui est dans le temps long et du journaliste qui est plus dans ah, d'accord, mais aujourd'hui, à l'époque, enfin voilà, en 2022, c'est quoi l'USBC? C'est plus ce que je vais chercher. Ensuite, bah, dans les interviews, effectivement, peut-être que tes parties étaient plus longues parce que tu allais chercher des questions, par exemple, sur à quel point les gens connaissaient l'usage social des biens confisqués de leur point de vue. C'est-à-dire, vous, en tant qu'habitant de Casal Principe, vous, en tant que maire ou en tant que militant. Bon.
il y avait beaucoup de questions qui, moi, je n'avais pas forcément besoin pour ma recherche parce que, voilà, c'est vrai que les journalistes, on va plutôt dans l'idée, on va chercher quelque chose en particulier, alors que les chercheurs, enfin, il cherche quoi. Enfin, c'est pas qu'il sait pas ce qu'il cherche, il sait ce qu'il cherche, mais il va élargir plus. Donc moi, ça m'a poussé à élargir plus le fait de travailler avec un chercheur. Et toi, peut-être, je sais pas, ça c'est toi qui vas me dire, mais c'est vrai que moi, j'aimais bien aussi creuser des histoires personnelles, avoir plus le background des personnes, des détails sur eux. Voilà, Ce qui que ont je- pu te servir à toi. Je sais pas ce qui, moi, ce que je cherchais t'a servi à toi, par exemple. Oui, oui. Bon, alors d'abord, tu m'as beaucoup aidé du point de vue des interviews parce que moi, je ne suis pas du tout un intervieweur. Ouais. J'ai fait ma thèse de sciences politiques à partir de sources graphiques, des livres, les commissions parlementaires. Vous savez, il y a 50 livres qui sortent sur la mafia en Italie par jour. Donc, moi, je me suis tapé tous les livres depuis 30 ans. Évidemment, j'exagère, hein, voilà. Mais j'en ai vraiment lu beaucoup, 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 beaucoup. Les commissions parlementaires, les rapports officiels d'enquête de la direction d'enquête antimafia. Moi, une interview, je ne savais pas trop faire. Donc, on a Ouais. beaucoup bossé ensemble en amont. On a bien préparé. On s'est tous les deux laissé nos questions. Et effectivement, moi, je voulais qu'ils accouchent. Je parle de maïotique, je le fais exprès, parce que ces militants-là, souvent, ils vous disent « c'est super, c'est un symbole ». Et tu comprends, hein, voilà. Bon, ça, ils savent le dire. Et ce qu'ils savent beaucoup dire aussi, c'est ce qui ne marche pas. Ah oui, mais tu comprends, on attend l'argent de l'État, oui, mais tu comprends, c'est long, mais tu comprends ceci, mais tu comprends ça, voilà. Et typiquement, le journaliste italien, en général, je parle du journaliste italien, aujourd'hui va beaucoup angler sur les difficultés. À chaque fois, c'est tant de biens confisqués ces derniers temps et tout. Moi, je ne pouvais pas en rester là. Donc, il fallait que je leur demande, mais attendez, vous avez grandi où? Vous êtes en contact avec la mafia, vous avez connu la violence, vous savez ce que c'est. D'ailleurs, j'ai eu des réponses surprenantes. Mmh. Il y a des gens qui disaient on ne parlait pas mafia à la maison, je n'ai pas connu d'homicide. Moi, je me faisais aussi des représentations, la mafia est partout. Ben non, elle n'est pas partout. Voilà, ça c'est vraiment important. Pour répondre à Gabriel aussi, sur le pizzo, oui, mais en fait, c'est plus une représentation en peau de léopard. C'est-à-dire qu'en ce moment, il va y avoir un clan qui est très agressif et les gens payent le commerce, le racket. Mais en fait, là, la police est passée et ça fait 2 ans que plus personne paye le racket. Alors, on ne sait pas forcément précisément ça, mais c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas tout le monde qui paye le racket, c'est sûr, et ce n'est pas toutes les grandes entreprises qui sont mal la mafia, mais il y en a. Ben là, c'est pareil. Il fallait sortir de ça. Moi, j'ai découvert des gens qui n'avaient pas grandi avec la mafia et d'autres qui étaient sortis de chez eux, qui avaient vu un homicide. Et il fallait que je leur dise, mais alors avant la loi, c'était comment? Vous faisiez comment? Etc. Et là, ça a changé. Et là, quand même, on a eu des réponses en général. Ah oui, oui, non, mais quand même, c'est beaucoup mieux depuis la loi, c'est beaucoup mieux depuis qu'on fait ça. Et ça revient. Donc, ce n'était pas toujours les questions que voulait Mathilde, même si ça, c'était intéressant, elle l'a pris. Et elle, en fin d'interview notamment, au bout de 2 heures, franchement, elle posait des questions bien précises qui manquaient. On avait oublié quelque chose, on avait oublié de lui demander. Souvent, elle n'oubliait pas. Moi, j'étais un peu fatigué, puis j'ai ce défaut. Moi, j'interviewe les gens et en gros, je ne veux pas les embêter. Ça, c'est de la méthodologie, oui, effectivement. Je suis un peu névrosé de l'interview, vous voyez. Genre, je t'interroge, mais je ne veux pas trop te déranger. Et ça, il arrive un moment, le bon journaliste, non, il pose ses questions, il va jusqu'au bout. Et là, je trouve qu'il y a eu une bonne collaboration. Bah, parce que, oui, c'est ce que je disais, c'est que, on a un petit peu des objectifs voilà, il nous faut tel ou tel point pour notre article et c'est sûr que, voilà, en tant que journaliste, on peut reposer plusieurs fois la question jusqu'à ce qu'on ait notre Exactement. réponse. Alors que moi, j'ose pas. Exactement. Mais bon, bah ça, c'est peut-être la différence entre les métiers parfois. Des personnes, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que, après, moi, dans mon cas, peut-être aussi, ça a peut-être à voir avec le temps, le temps dans lequel on travaille, c'est que moi, a priori, je me dis que cette personne-là, je l'ai là 2 heures en face de moi et j'aurais peut-être plus l'occasion de lui reparler après, ou de la retrouver ou de la revoir.
Alors que toi, en tant que chercheur, tu as été 5 fois à Casale Principe, pas mal de gens, tu les avais déjà vus plusieurs fois. Donc, au final, si tu n'as pas la réponse cette fois-ci, de toute façon, tu vas les revoir une autre fois sur une autre recherche, etc. C'est vrai. Donc, il y a ça aussi, c'est que quand on a aussi un objectif temporel plus court, on arrive à avoir une personne en interview en face de soi pendant 2 heures. Il faut qu'on ait tout ce qu'on ait besoin d'elle. Aussi parce que moi, j'ai fait de la télé aussi avant et on a besoin que la personne le dise en face de la caméra ou dans la radio, dans le micro. On ne peut pas reprendre le téléphone et en presse écrite, on peut compléter avec une question subsidiaire. Quand on est en télé, il faut reprendre la caméra, il faut retourner, il faut remettre le truc, il faut refaire le cadre, etc. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment avoir tout le jour de l'interview. Alors, comme je dois les libérer à 21h15, ce que je te propose, c'est qu'on te salue et on te remercie beaucoup. Oui, j'espère que ça a été utile. Que voilà. Et comme ça, je leur parle encore 1 minute sur la fin à eux, parce que je dois les quitter. Voilà, okay. C'est le dernier cours. Merci beaucoup, Mathilde, en tout cas. De rien. Et puis, en espérant que le sujet vous a intéressé et que... Voilà. On leur enverra des articles qui sortent début mai. Et si vous lisez des articles, n'hésitez pas à les partager. Voilà, si vous entendez comme moi parler parfois d'un bien coussier et que la personne n'a pas développé, vous pouvez nous signaler, tiens, ça commence à passer un petit peu dans les médias de plus en plus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.